Bonjour à tous et bienvenue. Cela faisait un moment que je n'avais pas tourné une vidéo conseil de lecture et il est temps de réparer cela à l'aube de Noël. Alors aujourd'hui on va parler d'ouvrages foot, basket et géopolitique à offrir pour les fêtes et également à lire. On va commencer évidemment par le ballon rond. Alors comme vous l'avez vu à l'approche du mondial, il y a eu une profusion de livres autour du football, mais nous on va évoquer tout d'abord un livre qui est sorti l'an passé, qui n'a rien à voir avec le Qatar ou la Coupe du Monde, qui concerne une biographie autorisée d'un joueur de Toulon, à l'époque de la grande époque évidemment de Toulon, Luigi Alfano. Alors ça parlera évidemment aux puristes. Ça a été écrit par probablement l'un des meilleurs auteurs français de littérature sportive, Giovanni Privitera, qui a sorti d'ailleurs un autre livre cette année que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Mais alors, cet ouvrage autour de Toulon, foot et castagne, il sent bon le foot d'antan avec une écriture digne de Marcel Pagnol. C'est simple, cet ouvrage là, c'est un bonheur en termes de forme, en termes de littérature, parce que c'est pas un style empoulé, c'est pas... Non, c'est fluide, par contre, tu as des très belles expressions, des très belles images. Honnêtement, c'est super bien écrit, il y a un vrai soin qui a été donné à ce niveau-là. Dans le même temps, tu as les confessions de Luigi, de sa famille, etc. Donc il y a aussi un travail d'investigation. Ça nous remonte en fait au football d'antan, d'il y a 20-30 ans, que je n'ai pas connu et que donc tu découvres un peu avec ce livre-là. C'est des autres ambiances, c'est les traquenards, c'est un peu les bagarres, c'est la montée de Toulon, les petites affaires mafieuses et tout. Bref, honnêtement, c'est une ode au foot d'antan, du Sud et à la grandeur du Sporting, avec également quelques carabistouilles. Je ne peux que le conseiller parce que la lecture, elle est assez simple, et pour tous ceux qui aiment le foot d'avant, qui sont un petit peu romantiques, c'est un ouvrage très très bon. Vis-à-vis de cette Coupe du Monde, il y a un livre que j'ai vu en PDF et que je n'ai pas physiquement, parce que je ne l'ai pas reçu, et que j'ai d'ailleurs préfacé, de Kevin Bessières, qui est donc le Géopolitique Football Club tome 2, il en avait sorti un l'an passé. Alors là, si vous voulez, c'est plein d'histoires liées au mondial qui mélangent du foot, contexte historique et géopolitique. Donc c'est très simple encore à lire, hein. Tout le monde peut le faire. Ça permet de parfaire un peu ses connaissances et à travers le foot de voir également tous les enjeux que cela peut englober. Alors on pense évidemment à la fameuse passe d'armes diplomatique entre le Koweït et la France. Il y a évidemment les grands thèmes, hein, le fameux États-Unis-Iran de 1998. Pour la préface, j'avais parlé d'Haïti, avec notamment le football à l'époque des Duvaliers, cette fameuse qualification à la Coupe du Monde, la seule pour les Grenadiers, d'ailleurs en même temps que celle du Zaïre, époque Mobutu. Bref, le livre est très intéressant pour ceux que ça intéresse, parce qu'il a aussi une certaine simplicité. Quand je dis ça, je le dis dans le bon sens, c'est-à-dire que ce n'est pas barbant, ça va vite, c'est dynamique, et ceux qui des fois ont peur de lire, eh ben, c'est peut-être un bon choix. Dans le football également, celui-là, L'Empire du Qatar, réalisé par Nabil Enasri et Raphaël Lemagoriec. Alors je ne l'ai pas encore totalement terminé, je suis dedans. C'est une analyse à la fois sociologique, politique et sportive du Qatar, fait par deux chercheurs, notamment Raphaël, que je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas que j'ai lu notamment ses articles dans Royan 21, j'arrive pas à parler, qui détaille à merveille l'évolution du football qatari, donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Il y a pas mal de témoignages aussi, il y a vraiment beaucoup de recherches. Le livre est un peu en deux phases, et pour ceux qui veulent vraiment découvrir ce qu'est le Qatar vis-à-vis du football, et également la place que ça a dans la société, les différences, il y a également des chapitres intéressants, parce que même sur la fin ça parle de comment les expatriés vivent le sport au Qatar et tout, et cette évolution-là, honnêtement, c'est un très bon boulot niveau recherche. Pareil, vu qu'on est dans ce thème-là, pour ceux qui parlent anglais, les Norvégiens de Josimar ont sorti une version internationale de leur magazine, qui est en anglais, que je ne peux que recommander. De l'investigation, c'est également très 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 beau à l'intérieur, c'est comme un magazine. Honnêtement, ça fait froid dans le dos pour ceux qui comprennent l'anglais, on est très très bon. Enfin, quand même, puisqu'on est toujours dans le football, je vais parler un peu de mes ouvrages, hein, parce que bon, si j'attends les autres médias, je vais attendre un petit moment. La Mano Negra est toujours disponible pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent comprendre le foot mondial, vous pouvez toujours le trouver disponible en poche. Le Beautiful Game a été réédité, toutes les coquilles enlevées, etc., meilleures couleurs et tout, donc il est encore disponible. Foot, guerre et politique des footballeurs face au destin. Pareil, si vous voulez de l'investigation et comprendre un peu mieux. Et enfin, on va faire la transition évidemment avec mon dernier ouvrage autour du Yémen. Il y a aussi du sport dedans, du foot, hein, puisqu'en effet, le président de la Fédération du Yémen est un grand seigneur de guerre qui s'est enrichi de par la guerre notamment. Mais c'est pas que ça, c'est Al-Qaïda, Total et ONU, pillage organisé. J'ai mis les liens, et puis pour tous ceux qui veulent me soutenir, notamment vu le silence médiatique absolument terrible des scandales d'État, n'hésitez surtout pas. Géopolitique, comme je le disais, avec mon coup de cœur de l'année, alors il n'est pas sorti cette année-là, hein. Sous le drapeau noir, enquête sur Daesh, de Joby Warrick. Alors c'est une traduction, il est notamment au Washington Post, il a gagné le prix Pulitzer. Ce livre-là, il en fait, donc, qui va remonter vraiment sur Daesh, on parle évidemment aussi même des frictions vis-à-vis d'Al-Qaïda, de ce que vous voulez. Il est écrit notamment d'un point de vue des mukhabarat jordaniens, donc des services de renseignement jordaniens, parce qu'au début ça se passe à Haman, et donc il y a énormément de témoignages, c'est un énorme travail d'investigation. Et c'est un livre géopolitique qui m'a énormément inspiré, parce qu'en fait t'as l'impression de lire un roman, c'est pas du tout barbant, c'est pas du Wiki Plus ou des fois des ouvrages qui sont lourds à lire, etc. Là c'est du vivant, c'est-à-dire qu'on va suivre notamment Zarqawi, pour ceux qui connaissent, où il va remonter toutes ses traces, etc. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, avec notamment plein de confidences, mais terribles parfois,
des services de renseignement jordaniens, d'officiels jordaniens, parce qu'il y a quand même, je trouve, un lot point de vue jordanien qui est quand même oublié, parce qu'en effet, la Jordanie, qui borde tous les pays quand même qui ont été en guerre depuis à peu près 15 ans dans le Levant, c'est à la fois à la Syrie et l'Irak, ça fait qu'ils ont eu quelque part, les conséquences de ce qui s'est passé en Syrie et en Irak ont énormément affecté la Jordanie. Ça a affecté évidemment d'autres pays dans la région, mais la Jordanie, de par son aspect frontalier, il y a la question évidemment des réfugiés, mais pas que. Il y a la question des trafics, des contrebandes, etc. Comment tu fais passer d'un point à un point. Enfin, qu'est-ce que c'est bien fait. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. T'as plein de gens, évidemment, la CIA, enfin, un travail d'orfèvre. Quand tu lis ça, moi j'ai pris une claque. J'ai pris une claque, notamment toute la partie également sur al-Baghdadi et tout, donc pour ceux que ça intéresse. Et là, je suis en train de terminer ça. Alors pareil, c'est pas sorti cette année, mais bon. Daniel Tranchant, médecin français qui avait été au Burkina à l'époque de Thomas Sankara, éphémère malheureusement, président du Burkina Faso, du pays des hommes intègres. Sankara, le 15 octobre 87, les fauves l'ont dévoré. Alors le premier chapitre est très étonnant, puisqu'en fait c'est un récit autobiographique en fait du médecin, et qui explique quand il va dans la savane, etc. Et en fait, c'est là où tu vois aussi pourquoi le titre « Les fauves l'ont dévoré ». Ça évoque évidemment les frictions qu'il y a eu évidemment au Conseil révolutionnaire du Burkina à l'époque, bien entendu avec Blaise Compaoré qui ensuite avait récupéré le pouvoir. Et en fait, le destin de ce médecin français va rencontrer celui de Thomas Sankara, notamment par le biais du père de Thomas Sankara, Joseph, qui est en fait est gravement malade et va à l'hôpital consulter, etc. Il y a des anecdotes exceptionnelles, notamment le fait que Joseph Sankara, donc le père du président, vu que c'est un ancien également soldat de l'armée française, il peut se faire donc soigner en France, au Val-de-Grâce. Donc le médecin Daniel Tranchant et toutes les personnes de l'hôpital de Ouagadougou valident tout ça. Puis il comprend pas, ça marche pas, il dit mais pourquoi il est toujours pas évacué et tout. Et puis un jour il a un meeting avec Thomas Sankara, qui est donc le PF comme on l'appelle, qui l'invite à la présidence à Ouagadougou. Sankara qui vivait vraiment en accord avec ce qu'il disait, de manière très modeste pour le coup, c'est rare les hommes politiques qui ont mis en acte ce qu'il disait. Et là, en fait, Sankara va dire « c'est moi qui ai refusé que mon père soit, entre guillemets, qu'il aille se faire soigner en France, parce que qu'est-ce que dirait le peuple ?» Qu'entre guillemets, on a des privilèges, etc., pendant que des milliers de Burkinabés meurent au pays. Moi, j'amènerai mon père en France. Non. Mais quelle dignité. Alors, certains vont peut-être pas le comprendre, mais en fait, il allait au bout de sa cause. Évidemment, il y a tout ce qu'il a fait également au niveau sportif. C'est-à-dire que le jeudi après-midi, par exemple, les fonctionnaires devaient aller courir, etc., parce qu'on essayait justement d'améliorer la santé des gens et tout. Enfin, il y a plein d'anecdotes en fait qui mêlent à la fois la santé, la médecine traditionnelle, le rapport entre la France et le Burkina. Il y a une anecdote mais exceptionnelle, c'est un dîner à Ouagadougou et c'est une passe d'armes folle entre Sankara et Mitterrand, et le discours que Sankara fait à Mitterrand, c'est brillant. Et comment ce médecin-là, au final, sa vie va être aussi impactée par le destin funeste de Thomas Sankara. Alors évidemment, j'ai bien envie de terminer cette vidéo en disant que tous les liens sont en description et qu'il y a plein d'autres dossiers scandaleux qui arrivent et d'autres enquêtes et d'autres vidéos un peu plus réjouissantes. Mais on va terminer évidemment par ça. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était les paroles de Thomas Sankara et je pense que ça peut résonner aujourd'hui vis-à-vis de notre combat dans le football et dans le sport pour le nettoyer. Nous vaincrons. Keep the faith.